Madame, Monsieur, bonjour. Il est 12h sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sud FM, Sen Radio, l'heure de Sud Midi. Voici les titres. 4 décès supplémentaires, 88 nouvelles contaminations, dont 58 issues de la transmission communautaire. Le coronavirus poursuit sa percée dans le pays. Dakar, Mbour, Louga, Fatick ou encore Richard Toll, entre autres localités touchées par les infections du jour. Cette hausse des cas confirme que le Sénégal est en train de vivre une seconde vague de Covid. Le directeur du Centre des opérations d'urgence sanitaire, Dr Abdoulaye Bousso, donne la solution qui pour lui reste le vaccin. Seulement pour l'heure, l'invité d'objection de ce matin plaide pour une prise de conscience individuelle voire collective, ce qui passe nécessairement par le respect strict des gestes barrières. Et puis ce 20 décembre 2020 marque le 19e anniversaire de la disparition du président poète Léopold Sédar Senghor. Le Parti socialiste se souvient de son fondateur à travers un colloque prévu le 26 décembre prochain. La rétrospective des faits saillants de la semaine avec Marie-Rosalie Ndiaye va boucler ce Sud Midi, mise en onde par Hassan Choun. Adji Fatou Bari. Bienvenue à toutes et à tous. Coronavirus au Sénégal, les chiffres du jour font état de 4 nouveaux décès, 88 nouvelles contaminations, dont 58 issues de la transmission communautaire, réparties dans plusieurs localités du pays. Le point complet, c'est avec Dr Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention. Sur 1356 tests réalisés, 88 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 6,49%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 29 cas contacts suivis par nos services, un cas importé enregistré au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne et 58 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit. Nous avons 6 à Dakar Plateau, Louga et Mbour, 5 à Touba, 3 à Fatick et à Richard Toll, 2 à Médina, Ngor, Ouakam, Ouest Foire, Sacré-Cœur et Yoff. Nous avons 1 aux Almadies, Amitié 3, Cité Asecna, Yahar, Diourbel, Grand Yoff, Guédiawaye, Kaolack, Keur Massar, Khombole, Koumpentoum, Liberté 6, Mamel, Mariste, Podor, Saint-Louis et Vélingara. 29 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 26 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 4 décès ont été enregistrés ce samedi 19 décembre 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 17 758 cas ont été déclarés positifs, dont 16 522 guéris, 365 décédés et donc 870 patients sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances aux familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux patients encore retenus dans nos services et à ceux qui sont également suivis dans nos domiciles. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelles et collectives tout en leur faisant les recommandations du jour. C'était Dr Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention. Le Sénégal est en train de vivre la seconde vague à Covid-19, propos du directeur du Centre des opérations d'urgence sanitaire. Dr Abdoulaye Bousso précise la courbe est ascendante et la solution pour lui est et reste le vaccin. Dr Bousso invite à la prise de conscience pour freiner la chaîne de transmission tout en prônant la tolérance zéro. Dr Abdoulaye Bousso était l'invité de Bayoumar Gueye dans l'objection de ce matin. Je vous propose de l'écouter. Oui, moi je pense qu'aujourd'hui, nous accordons tous que nous sommes dans une deuxième vague. Donc, on ne va plus être là à faire des discussions sémantiques. Nous sommes dans une deuxième vague. Au Sénégal, nous avons entamé une deuxième vague également dans beaucoup de pays dans le monde, mais également au niveau du continent africain et dans notre sous-région. Ce
c'est quelque chose qui est réel. Et je pense que toutes ces organisations internationales, par rapport à ce qu'ils disent, c'est par rapport à ce que nous avons déjà vécu. Je pense que ces derniers mois, dans la première partie de cette épidémie, ça n'a pas été très facile. Au-delà des malades, au-delà des pertes humaines, mais également de tout ce que ça a coûté sur le plan économique, il est effectivement indéniable de se projeter en disant que si nous revivons la même situation, ça va être très très difficile pour nos pays. Moi je dis oui, ce vaccin, nous n'avons pas d'autre choix d'utiliser ce vaccin. Je pense qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit, les États-Unis, bientôt, ils vont commencer à utiliser le vaccin. C'est la solution. Maintenant, j'aimerais bien vraiment m'arrêter sur le débat qui est autour de la vaccination et surtout attirer l'attention. Il y a beaucoup de débats et surtout de certains de nos collègues. Je pense que, je le dis toujours, Covid doit nous amener à être humble, à rester humble, à continuer d'être humble. Il y a beaucoup de personnes qui, parce qu'ils ont un titre de docteur ou de professeur, font de ces discours qui, à mon avis, sont irresponsables. Je pèse mon mot, irresponsable. Parce qu'il faut vraiment connaître la vaccination. Je pense qu'aujourd'hui, un pays comme les États-Unis, les grandes compagnies qui sont en train de travailler sur ces vaccins, ils s'amusent pas. Et je pense qu'il y a un pays qui connaît la notion de responsabilité, je pense que les États-Unis. Ou s'il y a un défaut, s'il y a un dégât sur une personne uniquement dans le monde, ils vont payer. Donc je pense qu'il y a, même si en termes d'initiatives technologiques, il y a des choses qui ont été, il y a des innovations actuelles sur le type de vaccin avec l'utilisation de l'ARN messager. Je pense que nos discours doivent être pesés. Aujourd'hui, il faut un vaccin pour pouvoir régler cette question de Covid. Et je pense que les travaux qui sont en train d'être faits, on peut discuter sur la rapidité, beaucoup de choses. Mais soyons prudents sur nos propos. Nous avons fait plus de 5 mois pour atteindre notre pic lors de la première phase. Donc attention. Donc vraiment, j'en appelle vraiment à nous tous, la population, à une prise de conscience. La maladie est encore là. Il y a encore, aujourd'hui, nous le vivons, nous personnellement. Ce que nous vivions pas il y a peut-être 3 mois, où tout le temps nous sommes appelés parce qu'il y a telle personne qui est dans une situation grave. Et c'est des situations très très difficiles, des drames que vivent certaines personnes. La maladie, ce n'est pas que les autres. Ça peut nous atteindre tous, ça peut atteindre nos familles. Et comme je l'ai dit, protégeons nos familles. Quand la maladie nous atteint, les premières personnes qui vont être touchées, c'est nos proches, c'est nos pères, c'est nos mères, c'est nos épouses, c'est nos enfants, c'est nos maris. Donc vraiment, continuons à le faire. Et je pense aussi, au niveau de l'État, je pense que les choses sont en train de se mettre en place. Il faudra une tolérance zéro. Aujourd'hui, moi, je suis toujours très triste quand je vois les rues qui sont barrées, les gens qui se regroupent encore. Il y a besoin, en tout cas, je pense, de corser les mesures en tout cas, de ces rassemblements. Maintenant, après, c'est vrai qu'il y a un débat sur la vie économique. Et on peut le comprendre sur certaines manifestations, cérémonies qui peuvent se faire. Si vraiment les mesures barrières sont respectées, ça ne gêne pas. Aujourd'hui, on voit le football, on parle beaucoup des spectacles. Je pense qu'il y a des aménagements qui peuvent se faire. Mais c'est la prise de conscience. C'est donc l'appel du directeur du Centre des opérations d'urgence sanitaire. Et puis en attendant l'arrivée de ce vaccin, l'invité de Biomark Gueye dans l'objection de ce matin invite au respect des mesures barrières, à savoir le port du masque, l'utilisation de gel hydroalcoolique et le respect de la distanciation physique. Dr Abdoulaye Bousso, qui était l'invité de Biomark Gueye dans l'objection de ce matin. Objection, une émission que vous pouvez réécouter en intégralité sur www.sudfmsenradio.com. Lutte contre la Covid-19 toujours, mais cette fois dans les écoles de Kaolack. Le directeur général du programme d'appui à la modernisation de l'État invite les élèves à être des relais communautaires auprès des populations. Amadou Diallo est au micro de Mamadou Camara. C'est avec un réel plaisir que je vis aujourd'hui à Kassaville faire une remise symbolique au nom de Madame la ministre de la Fonction publique, Madame Maria Massar. Quand j'ai été saisi par l'APE de Kassaville pour une requête concernant des équipements, m'a rapidement instruit de trouver tous les moyens pour répondre à cette requête. Donc elle m'avait instruit à travers le PAMA, qui est le programme d'appui à la modernisation de l'administration, de trouver le nécessaire afin d'équiper l'école, qui aujourd'hui est un joyau au niveau de la région de Kaolack, qui a été construit par un digne fils de la ville de Kaolack. Aujourd'hui, il était notre devoir de venir participer à cette action citoyenne afin d'améliorer l'enseignement-apprentissage par l'équipement substantiel des salles de classe. C'est pourquoi dès que Madame la ministre a été informée de notre initiative, nous a encouragés, nous a renforcés pour qu'on puisse aujourd'hui remettre à l'école 20 tables bancs, une photocopieuse numérique, 2 ordinateurs, 5 chaises bourrées, mais aussi des masques pour l'IA de Kaolack. Parce qu'aujourd'hui on sait qu'on est en période de pandémie, il y a la deuxième vague qui sévit lourdement, et malgré les moyens que le ministère de l'Éducation nationale a mis en place pour un peu épauler les écoles, il reste des efforts à faire. Parce que moi je crois qu'aujourd'hui, seule l'école peut construire des relais pour sensibiliser et orienter les populations. Parce que
On est vraiment dans une période où le relâchement a été noté partout. Donc je demande aux enseignants de mettre le focus sur le savoir-vivre, le savoir-être, pour inculquer aux enfants des comportements qu'ils puissent aujourd'hui déployer au niveau de leur maison pour informer à qui de droit que le coronavirus est une maladie qui tue et de prendre en compte toutes les mesures barrières édictées par le ministère de la fonction publique. Donc l'école est un bien public et il est de notre devoir de venir accompagner les enseignants, accompagner les élèves pour un mieux-être, pour un mieux vivre. C'était les propos du directeur général du programme d'appui à la modernisation de l'État, Amadou Diallo. Ce samedi, un incendie d'une rare violence s'est déclaré dans la commune de Lour-Escale, dans la région de Kaffrine. Bilan, une quinzaine de moutons, des tonnes d'arachides, des réserves de nourriture, entre autres appartenant à un enseignant, ont été complètement calcinés par les flammes. Les sapeurs-pompiers ont pu circonscrire le feu après plusieurs tours d'horloge de lutte. Exportation des graines vers les partenaires étrangers. Le collectif des producteurs et exportateurs de graines d'arachide demande l'ouverture imminente des frontières. Les membres du COPEGA étaient à Kaolack pour échanger sur cette situation de blocage qui, selon eux, risque de compromettre les accords entre le Sénégal et les partenaires étrangers, notamment la Chine. Voici Habib Cham, le président du COPEGA, au micro de Mamadou Camara. L'exportation a été bloquée par le ministère de l'Agriculture. C'est que nous sommes des citoyens modèles, des républicains. Quand aussi la campagne a été ouverte depuis le 23, on a commencé à acheter, mais l'État nous avait instruit une taxe de 30 francs et que la taxe devait passer le 12. On a respecté quand même le timing, le passage de la loi au niveau de l'Assemblée nationale. Et après cela aussi, il y avait la douane qui devait initier et réactualiser son système pour la faisabilité de la taxe de 30 francs. Et on a reçu quand même une note de la douane du ministère de l'économie pour la finalisation de l'arrêté et payer les 30 francs de taxe. Et ce qui est ainsi fait, je pense qu'on n'a pas trouvé aucune contrainte pour l'exportation de graines qui tarde quand même et que nous avons appelé le ministère de l'Agriculture à ouvrir les frontières. Et ce qui est vraiment une erreur parce que je pense que dans le cadre du commerce, c'est le ministère du commerce qui devait même autoriser cela, mais bon, dans le cadre de la recherche qui est un produit spécifique, on a une contrainte au niveau du ministère de l'Agriculture, c'est dans le cadre quand même de la délivrance du phytosanitaire, du certificat sanitaire qui est un élément majeur dans le cadre de l'exportation. Et la position du COPEGA aussi pour le dénouement quand même de cette situation qui commence à perdurer et qui nous cause énormément de préjudice parce qu'on a signé des contrats, on a eu des deadlines, ça a été des délais de livraison, tout cela aussi ça a été retardé. On avait expliqué à nos partenaires après le 12, juste après on va exporter, tel n'est pas encore le cas. Et on est là pour demander à l'État, particulièrement le ministre de l'Agriculture, d'ouvrir les ventes, parce que le Sénégal qui a signé le protocole et la République populaire de Chine. On ne peut pas exporter, ne pas quand même suivre le protocole entre le Sénégal et la Chine qui obéit à certaines règles, c'est-à-dire l'échantillonnage et l'analyse quand même pour que on respecte quand même les cahiers de charge quand même du protocole. C'est le ministre de l'Agriculture qui doit prendre les mesures. C'est à lui quand même d'ouvrir et de nous permettre d'exporter parce que c'est notre droit le plus absolu. Parce qu'on ne peut plus attendre. Et que s'il y a aussi d'autres prétextes, il n'a qu'à nous le dire. On a fait beaucoup de concessions pour que au moins respecter la réglementation, respecter aussi les décisions du gouvernement. Je pense que trop, c'est trop. C'était Habib Cham, président du COPEGA. Et puis les difficultés liées au manque de réseau de connexion Internet au niveau de Palmarin dans le département de Fatick sont désormais un vieux souvenir. La commune vient de se doter d'une nouvelle salle multimédia connectée. Résultat, 40 jeunes ont pu bénéficier d'une formation sur l'informatique de base. Ngorsar. La commune de Palmarin-Fakao entraîne une toute nouvelle salle multimédia connectée à l'Internet administratif. Cette infrastructure qui entre dans le cadre de la lutte contre la fracture numérique est mise en place par l'Agence de l'informatique de l'État en partenariat avec le ministre Maxime Jean-Simon Ndiaye. 40 jeunes, dont des pêcheurs, des lutteurs et des élèves, ont déjà bénéficié d'une formation sur l'informatique de base. Cheikh Bahoum, directeur général de l'ADIE. Nous venons d'assister à la remise d'attestation pour 40 jeunes dans cette salle que nous avons mis en place. Donc c'est 40 positions qui ont permis aujourd'hui de faire cette formation. Mais également cette salle a été connectée à l'intranet administratif avec la mise à disposition donc de l'outil Internet. Nous avons des élèves, nous avons des pêcheurs, nous avons des lutteurs qui ont pu quand même participer à cette première formation. L'ensemble des métiers de Palmarin vont bénéficier d'une série de formations dans cette salle multimédia durant toute l'année. C'est un soulagement aussi pour le secteur touristique car le réseau de connexion fait défaut dans tous les hôtels.
Joseph Nden, chef de cabinet de Maxime Jean-Simon Ndiaye. Comme Palmarin est un site touristique, je pense que nous allons faire profiter aussi les hôtels parce que dans beaucoup de sites, le réseau de connexion n'est pas bon. Donc, comme il y aura ici une full connexion, donc ils pourront venir profiter de cette salle. On va toucher toutes les activités de Palmarin. Le comité sera mis en place très prochainement. On n'aura pas de problème pour pouvoir vraiment accueillir toutes les couches de la population. L'infrastructure est également ouverte à toutes les communes environnantes dans l'arrondissement de Fimela. Un comité de gestion est mis en place pour l'entretien et la gestion du bijou. Ngor Sarr, Fatick, Sud FM. À l'université Gaston Berger de Saint-Louis, 15 étudiants ont reçu ce samedi leur parchemin au terme de leur formation du master de traduction et d'interprétation de conférences. Il s'agit d'une formation portée par l'UFR des lettres et sciences humaines, ce qui en est à 44 le nombre de diplômés de ce master depuis sa mise en place. Voici le professeur Ndioro Sow, directeur de cette UFR, au micro de Yves Tendeng. C'est une cérémonie qui traduit une consécration, la consécration d'une formation qui arrive à son terme, notamment d'un master de traduction et d'interprétation de conférences. Et dans un cadre bien connu, nommé MATIC. Donc nous fêtons nos lauréats qui ont été formés à l'issue d'un parcours de 2 années sur un profil de formation qui, vous le savez, est très exigeant. Ce qui déjà dénote du travail immense qui a dû être fait au niveau du MATIC et par aussi bien les encadreurs que le coordonnateur et bien sûr les étudiants. Alors quel est maintenant l'intérêt de former des traducteurs dans le futur? Vous savez, un traducteur, le collègue Ali Sambou le dirait mieux que moi, c'est un interprète. Si vous voulez, c'est un trait d'union sur le plan culturel et sur le plan langagier. Et ce qui veut dire que c'est un métier très délicat et qui demande beaucoup, non seulement de compétences, mais de prudence. Cela fait que la formation en tant que telle est une formation très pointue et qui heureusement a été accompagnée par des spécialistes de renommée et dont non seulement la compétence mais le sérieux sont avérés. Au total, vous étiez combien d'étudiants à recevoir leur parchemin? Alors cette fois-ci, pour ce jour, ils sont 15 à recevoir leur parchemin. Et c'est le total sur les 3 promotions, ils font 44. Je vous le disais en titre, le Sénégal se rappelle ce dimanche de son premier président de la République, Léopold Sédar Senghor, rappelé à Dieu il y a 19 ans aujourd'hui. Pour commémorer la journée, le Parti socialiste, sous la conduite de son secrétaire général, Aminata Mbengue Ndiaye, a déposé une gerbe de fleurs sur la tombe du disparu au cimetière de Bel-Air avant d'assister à la messe d'anniversaire. Autre date retenue, toujours pour célébrer le défunt, c'est le samedi 26 décembre avec la tenue d'un colloque en webinaire pour révisiter l'œuvre et la pensée du président poète. Léopold Sédar Senghor, né le 9 octobre 1906 à Joal, était poète, écrivain et homme politique. Le premier Africain à siéger à l'Académie française, a dirigé la République du Sénégal de 1960 à 1980 avant de démissionner de la présidence très exactement le 31 décembre 1980. Celui qui était surnommé le président poète a tiré sa révérence le 20 décembre 2001 à Verson en France à l'âge de 95 ans. Sud International. Direction le Mali pour parler de ces nouvelles mesures prises par le gouvernement pour contrer la deuxième vague de Covid. À l'issue de son conseil des ministres extraordinaire tenu ce vendredi à la primature, il a décrété l'état d'urgence. De Bamako, nous retrouvons la correspondance de Sori Ibrahim Meiga. Ce sont 7 nouvelles mesures phares adoptées. Elles concernent l'instauration de l'état d'urgence pour 10 jours à compter de ce vendredi,
un état d'urgence sanitaire d'une durée de 6 mois en cours d'adoption. Il s'agit aussi de la fermeture des rues marchandes, de tous les lieux de loisirs, les bars, les discothèques, des établissements primaires, secondaires, publics et privés. Il a également été décidé la suspension des festivals et spectacles culturels pour 2 semaines à compter de ce vendredi. À côté des mesures fortes annoncées contre la nouvelle vague de Covid, ce vendredi à l'occasion de cette réunion présidée par le président, un plan sanitaire a été notamment évoqué. La pulvérisation des marchés, l'extension de la mesure de télétravail au secteur privé, assurer aussi l'acquisition des kits de tests. Sur le plan économique, 72 milliards de francs CFA est inscrit au budget 2021 dédié à la santé et principalement au paiement des agents sanitaires qui sera effectif d'ici fin décembre. C'est l'information donnée par le ministre de l'Économie et des Finances et co-animateur du point de presse. Il a souligné également que sur 214 milliards ajoutés au budget 2020 pour faire face à la Covid, 140 milliards ont été dépensés. Pour mieux observer ces décisions prises, un comité de veille est mis en place pour veiller à leur application stricte. Selon que plus de 6000 cas de coronavirus ont été enregistrés au Mali depuis le début de la pandémie, avec plus de 200 décès, selon les chiffres annoncés par les autorités du pays. Sori Ibrahim Maïga, Bamako, Sud FM. Merci beaucoup, Sori Ibrahim Maïga. Autre pays durement touché par la Covid-19, c'est l'Angleterre. D'ailleurs, Londres et le sud-est du pays seront reconfinés dès aujourd'hui. Le Premier ministre Boris Johnson a évoqué une nouvelle variante du virus qui se transmet bien plus facilement, ce qui justifierait sa décision. La Belgique a décidé de suspendre les vols et les trains en provenance du Royaume-Uni à partir de ce soir à minuit, après la découverte d'une nouvelle variante du coronavirus circulant dans une partie du territoire britannique. À 12h passées de 24 minutes, place à la rétrospective des faits marquants de la semaine avec Marie-Rosaline Ndiaye. Bonjour à tous, vous suivez la rétrospective des faits saillants de la semaine sur Sud FM Sen Radio. À Mbour, un collectif est né pour s'insurger contre l'arrêté du ministère de l'Intérieur interdisant les rassemblements dans les salles de spectacle et autres. Le collectif a réuni les acteurs culturels, gérants de bibliothèques, salles de spectacle, acteurs de culture urbaine, musiciens. Très impactés par le Covid-19, ces artistes notent un manque de cohérence sur cette décision. Moustapha Sall. Ils sont nombreux à mettre en place un collectif, acteurs culturels, gérants de salles de spectacle, discothèques, mbalahman, musiciens entre autres. Ils s'insurgent contre l'arrêté du ministre de l'Intérieur interdisant des rassemblements dans leur lieu de travail. Nous sommes des artistes et on ne vit que de notre métier. Et aujourd'hui, avec ce décret, on est vraiment contre, on est très remonté. Et le ministre nous empêche donc de travailler. Très remonté, il voit de l'incohérence dans cette décision. Il y a beaucoup de rassemblements dans ce pays, des milliers de personnes donc se mobilisent tous les jours et les autorités ne disent rien du tout. Par exemple, dans les écoles, dans les marchés et dans les transports entre autres, il n'y a que des rassemblements. Donc il y a une incohérence notoire dans cette décision. Le collectif propose de respecter les mesures barrières pour permettre à ses membres de continuer leur gagne-pain. Les artistes sont des soutiens de famille et aujourd'hui on risque de vivre encore dans la dèche. On est donc des responsables. Il faut que ces autorités-là sachent que nous sommes des responsables capables de faire respecter les mesures barrières dans nos lieux de travail. Donc on est des responsables, il faut aussi nous y côté. Ces acteurs qui vivent toujours les impacts du Covid-19 demandent aux autorités de revenir sur cette décision. Moustapha Sall, Mbour,
Sud FM. Les artistes de Thiès, à leur tour, ont dit non à l'arrêté du ministère de l'Intérieur les empêchant d'exercer leur profession. Ils écartent toute idée de confinement supposé et invitent l'État à revoir sa copie pour permettre à tous les citoyens de vivre en présence du virus. Les acteurs culturels de Thiès ont fait face à la presse mardi. Babacar Ndaw. Parce qu'il y a une mesure, il faut réfléchir avant de le faire. Nous interdisons nos activités, ça c'est nous pousser vers la mort. À Thiès, les artistes regroupés au sein d'un collectif font bloc et disent non à l'arrêté du ministre de l'Intérieur. Babacar Lidjos est le président du cadre. On est conscient que la maladie existe. On est conscient aussi que nos plateaux sanitaires ne peuvent pas contenir une pandémie. Mais en marge de tous ces faits énumérés, on doit vivre. Donc le rôle du gouvernant face à ses gouvernés, c'est s'il y a une situation qui se présente, nous devons réfléchir, trouver des mesures juste équilibre. Une mesure déséquilibrée en défaveur des artistes, constate le monde culturel thiessois. Les écoles sont ouvertes, les marchés sont ouverts, Auchan est ouvert, le transport est ouvert et tant d'autres événements. Qu'on soit sérieux, Le gouvernement doit être sérieux et doit penser aux Sénégalais. À défaut de mesures d'accompagnement, les artistes de Thiès n'écartent aucune action. Tu ne peux pas les confiner, tu ne peux pas les enfermer dans leur maison. Contrairement aux pays européens où tout est normé, où ils ont des politiques sociales assez pointues, ici, pratiquement, les artistes sont laissés à eux-mêmes. Donc, si nous on n'est pas subventionné, on est laissé à nous-mêmes. On va attirer d'abord leur attention dans un premier temps, c'est-à-dire organiser des marches et des sit-ins. Déjà, rien que quelques jours seulement, le manque à gagner est énorme avec la fermeture des salles de spectacle. Babacar Ndaw, Thiès, Sud FM. Après la notification de plusieurs cas de Covid-19 à Diourbel où le respect des mesures barrières pose problème, des opérations de contrôle ont été effectuées dans la région. Des cérémonies familiales dispersées pour tenter de freiner la chaîne de la propagation à Damandiaï. La région de Diourbel est l'une des plus touchées de la pandémie de la Covid-19. C'est la raison pour laquelle les autorités administratives et sécuritaires sont en train d'appliquer les nouvelles mesures prises par le chef de l'État pour circonscrire la deuxième vague de propagation du virus. Ainsi, des opérations de rafle sont souvent organisées pour imposer le port du masque aux populations. Les contrevenants payent des amendes qui sont versées au trésor public. Les forces de sécurité n'hésitent pas à arrêter des cérémonies familiales organisées dans la commune. Toutefois, certaines populations continuent à ne pas respecter les mesures barrières, notamment le port du masque. Pour rappel, le premier cas de la Covid-19 a été enregistré au niveau du district de Touba. Diourbel, Sud FM, Adam Ndiaye. Des jouets et gadgets pour enfants contenant un liquide sucré et alcoolisé se sont retrouvés sur le marché. Les distributeurs ont été arrêtés. Cette affaire, selon SOS Consommateurs, pose encore la lancinante question du contrôle de nos frontières. L'organisation qui va se constituer partie civile demande l'ouverture d'une information judiciaire. Les précisions de Maître Massokhna Kane, président de SOS Consommateurs. Je voudrais d'abord féliciter les services du commerce intérieur qui ont réagi très rapidement et de façon efficace, parce que lorsque une de vos journalistes m'a envoyé la vidéo, j'ai tout de suite saisi les services du ministère du Commerce. Donc je suis heureux qu'ils aient pu très rapidement faire enquêter et appréhender des délinquants. Alors c'est la preuve que nos populations sont constamment exposées à des dangers et l'État doit assurer leur sécurité. Mais il faut dire que l'État doit augmenter les moyens de contrôle et de lutte, notamment du ministère du Commerce, les laboratoires notamment, les services de douane, par exemple, mettre un laboratoire là-bas au port, contrôler davantage les frontières terrestres et augmenter évidemment les capacités de la police, de la gendarmerie, etc. Alors, nous, au niveau de SOS Consommateurs, nous allons nous constituer partie civile dans cette affaire et nous demandons déjà à Monsieur le procureur de la République de ne pas les envoyer en flagrant délit, mais de faire ouvrir une information judiciaire pour permettre qu'on puisse enquêter à fond dans cette affaire pour connaître les filières mafieuses qui ont l'habitude d'importer des poisons, y compris les faux médicaments, et il faudra leur appliquer des sanctions exemplaires et dissuasives et pas seulement des
sanctions financières. Les responsables syndicaux des départements de Dakar, Rufisque, Pikine et Thiaroye du CUSEMS ont décrété cette semaine un débrayage et une grève générale. Les enseignants exigent le paiement des indemnités du bac et du BFM. Le CUSEMS estime que le gouvernement devra assumer toutes les perturbations dans l'espace scolaire. Abdoulaye Ndoye, le secrétaire général du CUSEMS, au micro de Mame Diarra Da Silva. Pour nous, c'est une honte parce que nous avons alerté en adressant une lettre d'alerte au secrétariat général du gouvernement et au ministère en charge de l'éducation. Je voudrais nommer l'éducation nationale et la formation professionnelle, le ministère de la fonction publique, le ministère des finances et les partenaires, parce que nous avions pensé que, au regard des sacrifices consentis par les enseignants avec la pandémie de la Covid, qui ont accepté dans des conditions désastreuses de reprendre les enseignements-apprentissages, qui ont été victimes d'une stigmatisation, qui sont tombés malades et qui ont évalué les élèves dans des classes inondées et des écoles inondées. Pour nous, vraiment, le gouvernement prendra toutes les dispositions pour payer les indemnités. Parce que c'est inadmissible. Depuis une dizaine d'années, le gouvernement est dans l'incapacité de payer les indemnités. Pour nous, on ne doit pas aller en grève pour des indemnités parce que c'est des frais de mission. Il a fallu que les gens bougent à Fatick. Il a fallu tenir une conférence de presse pour que dans la journée, qu'on commence à payer. À Kolda, il a fallu faire des grèves pour qu'on paye. À Dakar, il a fallu faire la grève pour qu'on démarre le paiement. Ici, à Kébémer, nous sommes dans la région de Louga. Les gens sont en débrayage. Aujourd'hui, demain, il y aura grève. Un peu partout au Sénégal, au niveau départemental. Parce que nous avons compris que le gouvernement cherche à nous divertir avec les indemnités. Et s'ils ne payent pas les indemnités, ils vont assumer les perturbations dans l'espace scolaire. Mais ce que demande aujourd'hui le CUSEMS, c'est le respect surtout du protocole d'accord. La carrière est une question essentielle pour les enseignants et l'objectif de mettre en solde 10 000 enseignants cette année n'a pas été atteint. À la fin du mois d'octobre, nous étions à 6 218. L'autre question, c'est la question du reversement des maîtres d'éducation physique dans le corps des professeurs de collège et la lancinante question du système de rémunération qui met en exergue l'équité et la justice sociale, entre autres points consignés dans le protocole du 30 avril 2018. C'est tout pour la rétrospective des faits qui ont marqué l'actualité de cette semaine sur Sud FM Sen Radio. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous dans une semaine. Adji Fatou Bari. À 2h passées de 34 minutes, c'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, le rappel des titres. Covid-19 au Sénégal, le tableau de bord s'assombrit avec les décès qui augmentent. 4 ont été répertoriés ces dernières 24 heures. 88 nouvelles contaminations ont aussi été enregistrées, dont 58 issues de la transmission communautaire. Le Sénégal est en train de vivre une seconde vague de Covid. Donc, ce sont les propos du directeur du Centre des opérations d'urgence sanitaire, Dr Abdoulaye Bousso, pour qui la solution reste le vaccin seulement pour l'heure. Il invite les Sénégalais au respect des gestes barrières. Ce 20 décembre 2020 marque le 19e anniversaire de la disparition du président poète Léopold Sédar Senghor. Le Parti socialiste se souvient de son fondateur à travers un colloque prévu le 26 décembre prochain. La rétrospective des faits marquants de la semaine avec Marie-Rosalie Ndiaye a bouclé ce Sud Midi, mise en onde par Hassan Toun. À 13h, retrouvez Khady Sène pour l'édition Wolof. Merci de nous avoir suivis et gardez l'écoute sur Sen Radio.